L'Arabie saoudite et le Congo sont déterminés à renforcer leur coopération bilatérale et multilatérale dans plusieurs domaines. La délégation saoudienne, conduite par Ahmed Abdelaziz Attan, conseiller du roi Salman, reçu en audience ce mardi 18 juillet par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est venu traduire au chef de l'État la volonté de son pays d'investir dans l'agriculture et l'énergie. وتطرقنا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. Nous avons parlé sur le renforcement des relations entre les deux pays dans plusieurs domaines. Parce qu'au Congo, il y a effectivement des opportunités d'investissement, par exemple dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'énergie. Voilà pourquoi nous allons investir dans ce domaine-là. Le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Gakoso, présent à cette audience, s'est réjoui de la coopération fructueuse entre les deux pays qui apporte déjà des fruits. Notre pays accorde une attention particulière depuis quelques années au pays du Golfe, à la région du Golfe, qui est une région émergente sur le plan économique, sur le plan du rayonnement diplomatique, tous azimuts. Et le pays leader dans cette région, comme vous le savez tous, c'est bien l'Arabie saoudite. C'est la terre sacrée en matière d'islam, mais c'est la plus grande puissance économique de la région. Et nous avons reçu instruction de notre président d'y ouvrir une représentation diplomatique, une ambassade, pour parler plus simplement. Ce pays, l'Arabie saoudite, a soutenu franchement notre pays lorsqu'il s'est agi de négocier l'entrée du Congo à l'OPEP, l'Arabie saoudite. Et aujourd'hui, nous lui renvoyons l'ascenseur, puisqu'ils ont besoin de notre soutien pour l'exposition universelle de 2030. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donné instruction pour que notre pays soutienne l'Arabie saoudite. À noter que l'Arabie saoudite, qui organise cette année 2 conférences internationales, notamment le sommet Arabie saoudite-Afrique et celui du monde arabe-Afrique, a sollicité la participation du Congo à ces rencontres. Après plusieurs accords signés entre le Congo et le Sao Tomé et Principe, l'heure est désormais à la tenue de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays. C'est la volonté affichée par le Premier ministre santoméen, Emery Patrice Trovoada, qui a été reçu ce jeudi par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. La fréquence des visites du chef du gouvernement santoméen chez le chef de l'État congolais témoigne en effet de la vitalité des relations qui existent entre les deux pays, des relations tissées il y a plusieurs années. Le Congo et le Sao Tomé et Principe sont ainsi engagés dans un processus d'élaboration d'un agenda commun afin que la réunion de la grande commission mixte de coopération entre les deux pays en cours de préparation soit couronnée de succès. Signalons que la coopération bilatérale entre le Congo et le Sao Tomé et Principe repose sur un mémorandum signé en 2012 et qui concerne les domaines du transport, de l'éducation, de la pêche, de l'agriculture et de la culture. Les deux pays sont membres de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la COMIFAC, Commission des forêts de l'Afrique centrale, du Golfe de Guinée et de la francophonie. La réunion inaugurale préparatoire à la réconciliation libyenne se prépare méthodiquement à Brazzaville. Question de poser véritablement les jalons de retour de la paix et la quiétude dans ce pays. Les parties belligérantes seront présentes à Brazzaville, comme l'a bien souhaité le président du comité de haut niveau pour la Libye. Ainsi, Denis Sassou Nguesso dit toute sa détermination et son engagement de poser des jalons, véritables amorces d'un retour à la paix en vue de la tenue des élections en Libye. La crise a trop duré, beaucoup de déclarations ont été entendues. Il faut aller aux questions concrètes, c'est le souhait toujours exprimé du président Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État congolais rejette toute discussion qui se tient avec le couteau entre les dents. Engagement acquiescé par l'homme d'État libyen. بدعوة كريمة
Suite à l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Sassou Nguesso, nous sommes ici au Congo-Brazzaville pour tenir la réunion de la réconciliation libyenne. Cette invitation également a été aussi adressée à quelques partis composantes des différents partis politiques libyennes qui seront également à la réunion de ce jour. Afin de soutenir le processus de la réconciliation interlibyenne et également aussi pour apporter également aussi une partie de leur effort à ce travail qui sera fait aujourd'hui. J'ai été très content aujourd'hui suite à la rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, et aussi le Président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, également sur les différentes questions qui ont été abordées pour pouvoir trouver des solutions à la crise libyenne. Monsieur le Président de la République Denis Sassou Nguesso et ainsi que Monsieur le Président, Monsieur de la Commission de l'Union africaine, Monsieur Moussa Faki, ont été très disposés et également aussi engagés pour pouvoir soutenir le processus de la réconciliation interlibyenne qui va se dérouler à partir de ce jour. Nous sommes très optimistes par rapport à l'issue de cette réunion-là, qui va préparer le terrain à la réconciliation interlibyenne. Adala Lafi n'a pas caché son optimisme de voir la rencontre de Brazzaville déboucher sur de bonnes conclusions. Saint-Pétersbourg est cette ville située dans la région économique et dans le district fédéral du nord-ouest de la Fédération de Russie. Avec une densité de 3837 habitants par kilomètre carré, la ville est peuplée de 5 388 890 habitants, repartis sur une superficie de 140 300 hectares au bord du delta de la Neva, son cours d'eau principal. C'est la deuxième ville de la Fédération de Russie après Moscou. Fondée depuis 1703, elle fut la capitale entre 1713 et 1918, ancienne Pétrograd de 1914 à 1924 et Leningrad entre 1924 et 1991. Cette plus grande métropole septentrionale du monde est située dans le nord-ouest de la Fédération de Russie, sur le delta de la Neva, au fond du golfe de Finlande. Espace maritime de la mer Baltique, Saint-Pétersbourg a le statut de ville fédérale de la Russie. Capitale de l'Empire russe de 1712 jusqu'en mars 1917, ainsi que de la Russie dirigée par deux gouvernements provisoires entre mars et octobre 1917, Saint-Pétersbourg a conservé de cette époque un ensemble architectural unique. Deuxième port russe sur la mer Baltique après Prismorsk, cette ville est aussi un centre majeur de l'industrie, de la recherche et de l'enseignement russe, ainsi qu'un important centre culturel européen. Saint-Pétersbourg est aussi la deuxième ville d'Europe par sa superficie et la quatrième par sa population après Istanbul, Moscou et Londres. Par son urbanisme résolument moderne et son esthétique d'origine étrangère, la nouvelle ville devait permettre à la Russie d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe et contribuer, selon le souhait du tsar, à hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes. Ses canaux et ses rivières bordées de palais lui valent le surnom de Venise de la Baltique. La ville est un important centre culturel européen et abrite le port de la mer Baltique, le plus important de la Russie. Le centre historique de la ville, avec ses 2300 palais, ses magnifiques bâtiments et ses châteaux, figurent depuis 1991 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville abrite le plus haut gratte-ciel d'Europe, le lac Tassinter qui mesure 462 mètres. C'est donc dans cette ville pleine d'histoire que se tiendront les 27 et 28 juillet 2023 les assises du deuxième sommet Russie-Afrique. Les participants au sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg vont discuter d'une variété de questions divisées en 4 blocs. Le premier, intitulé « Technologie et sécurité pour le développement souverain qui profite au peuple », vise à explorer les perspectives de coopération entre la Russie et l'Afrique, notamment dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie, de la logistique et de la sécurité financière. Le second, sur la sécurité intégrée et le développement souverain, va aborder les questions liées à la sécurité internationale et à la stabilité géopolitique, à la sécurité régionale et à la coopération dans la lutte contre la corruption et les cartels transnationaux. Cette section abordera la sécurité alimentaire en Afrique, la sécurité de l'information et les défis posés à la souveraineté électorale. Sur le plan technologique, la troisième section du forum Coopération scientifique et technologique examinera les perspectives pour renforcer le partenariat dans les domaines des infrastructures, de l'innovation, ainsi que l'introduction des technologies de pointe russes.
notamment les technologies numériques, industrielles, nucléaires et spatiales, en vue de promouvoir le développement durable en Afrique. À Saint-Pétersbourg, les participants aborderont également les questions humanitaires et sociales sur le thème « La sphère humanitaire et sociale, travailler ensemble pour une nouvelle qualité de vie ». L'objectif affiché ici est de renforcer la coopération humanitaire entre la Russie et les pays africains, en l'occurrence dans les domaines de l'enseignement supérieur et des technologies éducatives, de la culture et du sport. Cette thématique va aussi concerner le mouvement russophile en Afrique. La dimension humaine du développement a été déclarée prioritaire par la Russie et l'Union africaine dans son programme Agenda 2063 dans un monde de plus en plus multipolaire. La question de l'élargissement des BRICS pourrait également être abordée lors de ces assises à l'initiative de la partie africaine. À l'issue de l'événement, un plan d'action pour les domaines prioritaires de coopération sur la période 2023-2026 devait être adopté. À ce sujet, plus de la moitié des pays africains, parmi lesquels la République du Congo, ont confirmé leur participation au plus haut niveau. L'espoir de faire avancer le dossier libyen et ramener la paix et la réconciliation dans ce pays frère tend vers sa concrétisation avec la tenue à Brazzaville de travaux préparatoires de la conférence de réconciliation d'inter-libyenne. Organisée en amont des élections présidentielles et législatives, la conférence de réconciliation interlibyenne est appelée à contribuer à l'apaisement du climat général en Libye. Elle doit aider à rapprocher davantage l'Est et l'Ouest, à consolider les canaux de dialogue, à forger un consensus sur l'option de la paix, à nourrir la réflexion sur la nature de ces institutions, sur l'inclusivité du processus de reconnaissance de la Libye. Après le mot de bienvenue du ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, qui a loué la générosité et l'hospitalité libyenne à la faveur de ces différentes démarches de bons offices dans ce pays, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a annoncé la disponibilité de cette organisation à se mettre au chevet des Libyens dans ses efforts de réconciliation. Les Nations Unies soutiennent pleinement toutes les initiatives engagées en ce sens et donneront tout leur appui à tous les efforts propres à restaurer la paix, la stabilité durable et la reconstruction de ce grand et beau pays. Certes, la tâche est ardue et exige beaucoup de patience, mais l'Union africaine, faute de l'expérience riche et variée des peuples du continent en matière de processus de réconciliation, saura mettre à la disposition de nos frères et sœurs de Libye les outils méthodologiques nécessaires à l'accomplissement de ce devoir de solidarité fraternelle. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président Denis Sassou Nguesso a montré sa bonne foi dans la recherche des solutions à la crise libyenne, avant d'énumérer les principes fondateurs qui devront guider la conférence de réconciliation. Nous pensons que la commission préparatoire doit s'accorder sur un certain nombre de principes fondateurs, en particulier en ce qui concerne le rejet de l'exclusion sous toutes ses formes et le rejet du refus d'être avec l'autre. Il est souhaitable aussi que la Commission affirme le principe de la possession de la Libye pour l'ensemble du processus de la conférence et sa gestion quand il se tiendra, comme l'année ainsi de tous les destins de la Libye. Il est de la haute sagesse d'insister sur les solutions consensuelles fondées sur le compromis mutuel, sans tomber dans le marais de l'unionisme quand il est impossible. Le président du comité de haut niveau pour la Libye, Denis Sassou Nguesso, dans son mot d'ouverture, a rappelé qu'il y a 5 mois à Addis Abeba en Éthiopie, et que 10 pays membres du comité de haut niveau pour la Libye avaient annoncé l'urgence, la tenue de la conférence de réconciliation en Libye.
Cette conférence, a-t-il fait remarquer, est un préalable et demeure irréversible pour la bonne tenue d'élections inclusives, consensuelles, transparentes, crédibles et exemplaires. Denis Sassou Nguesso ne s'est pas empêché de rappeler par ailleurs qu'il préside aux destinées du comité de haut niveau pour la Libye depuis 7 ans, que des initiatives ont été prises pour sortir ce pays frère de l'ornière, a-t-il fait observer. Le cap pour l'organisation des élections présidentielles et législatives doit être également maintenu et intériorisé par tous. Défi réel pour la Libye et pari légitime pour l'Afrique. Ces échéances électorales, point de mire désormais incontournable de notre action commune, constituent, pour le peuple libyen, le point d'ancrage du retour à la paix et à la liberté. En fait, un tournant ultime dans l'histoire de votre pays. Infatigable dans cette entreprise, nous voici encore au chevet de cet État et peuple frère. Une nouvelle occasion qui permet à Denis Sassou Nguesso d'inviter les parties belligérantes au sens élevé de responsabilité pour un dialogue clair et approfondi. Denis Sassou Nguesso a dessiné une feuille de route qui met le peuple libyen au-dessus des contradictions de leadership. Nous tous, ici rassemblés, œuvrons pour une Libye apaisée et stable. Il faut, pour les uns et les autres, sans condition, renoncer à la recherche obstinée de leadership et placer systématiquement l'intérêt général au-dessus des calculs individuels pour avancer sur la voie du renouveau libyen. Juguler les rancœurs et bannir les exclusions et les rejets de la division et des séparatismes. Privilégier la force du pardon et de la tolérance. Aller au-devant de l'autre, l'accepter en tant que frère, sœur, pour regarder ensemble dans la même direction. C'est donc aux Libyens d'assumer pleinement avec lucidité les obligations qui leur incombent. Le temps, une fois encore, sera le grand témoin. Dans la perspective de la tenue du deuxième sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir les bassins de l'Amazonie, du Bornéo-Mékong et du Congo, sommet prévu du 26 au 28 octobre prochain à Brazzaville, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a présidé le mardi 18 juillet 2023 par visioconférence la session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo. Cette session élargie aux pays membres des commissions climat du Sahel et des États insulaires a été consacrée à l'évaluation des préparatifs de ce sommet, dénommé Sommet Amazonie, Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est, Congo. Ouvrant les travaux, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président de la Commission climat du bassin du Congo, a présenté l'enjeu de cette session tout en insistant sur la nécessité de bâtir une stratégie commune dans la lutte contre les changements climatiques et pour la préservation de la biodiversité. La présente rencontre, en mode virtuel, nous offre l'opportunité de procéder à un échange de points de vue sur notre cause commune, articulée par l'exigence fondamentale de préserver notre planète Terre de l'urgence climatique. Comme nous le savons tous, l'ensemble de l'équilibre naturel de la planète est en péril.
Le processus vital est engagé si nous ne réagissons pas sans délai dans le cadre d'une réponse forte et adaptée. À l'occasion de cette session extraordinaire de la Commission climat du bassin du Congo, sera évoqué l'état d'avancement de l'organisation du sommet des 3 bassins et solliciter votre implication dans la préparation de cet événement. Le cadre de mise en œuvre de ce sommet étant désormais fixé, il nous appartient à nous tous de l'alimenter, de le façonner, de l'ajuster pour en faire une production commune que nous adopterons et défendrons ensemble. Après adoption de l'ordre du jour et la mise en place du bureau de la session, le président de la République gabonaise, vice-président de la Réunion, a soulevé la question du marché carbone qui alimente des débats au sein de la communauté internationale. Votre initiative de réunir à nouveau les chefs d'État de 3 bassins est particulièrement opportune dans le contexte de la crise climatique multiforme actuelle. Au nom du Gabon et en ma qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, je vous assure de mon plein soutien. Mon engagement à vos côtés pour assurer le succès de notre sommet s'inscrit dans la continuité de l'organisation à Libreville le 1er mars dernier du One Forest Summit. C'est pourquoi je voudrais rappeler l'importance pour nos pays de discuter à l'occasion de la réunion d'octobre de la mise en œuvre des engagements de l'accord de Paris concernant le marché carbone. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui a salué l'initiative de la tenue à Brazzaville du sommet des 3 bassins, a annoncé la participation effective de son pays à ces assises. Ce sommet nous permet de mieux nous préparer en vue de prendre part activement au 2e sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité des forêts tropicales prévu du 26 au 28 octobre prochain à Brazzaville. Nous avons tous en mémoire que pour concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique pour l'émergence de l'Afrique, dans notre commission climat du bassin du Congo, nous avons décidé d'agir ensemble afin de protéger l'économie de la région. Les changements climatiques impactent négativement l'économie centrafricaine, déjà fragilisée par de nombreuses années de crise militaro-politique. Par l'entremise de son Premier ministre, Édouard Giranté, le Rwanda a exprimé son appui à ce sommet tout en relevant le rôle combien important que jouent les 3 bassins forestiers tropicaux dans l'équilibre écologique mondial. Pour sa part, le ministre nigérien de l'hydraulique, représentant le président Mohamed Bazoum, président de la Commission climat des États du Sahel, a souhaité que le sommet de Brazzaville soit un véritable succès face aux enjeux de la lutte contre les changements climatiques. Au cours de cette session extraordinaire, les participants ont suivi et adopté le rapport de la réunion des ministres de l'Environnement de la Commission climat du bassin du Congo, réunion tenue le 10 juillet dernier par visioconférence sous la direction du Premier ministre congolais Anatole Koliné Makosso. Ce rapport, présenté par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Studon-Nono, a reposé notamment sur les différents points relatifs aux préparatifs de ce sommet, notamment l'état d'avancement de ces préparatifs, les contacts entrepris et l'élaboration des documents techniques du sommet. La réunion avait pour objectif global de partager avec les ministres les informations relatives à l'organisation du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales, sommet Amazonie, Bornéo, Mékong et Asie du Sud-Est, Congo.
afin d'impliquer tous les États membres de la Commission climatique du bassin du Congo dans la préparation du sommet d'une part et d'obtenir la contribution active de chaque État pour parvenir à une organisation inclusive et participative réussie. De façon spécifique, il s'est agi précisément de présenter les enjeux et objectifs du sommet, le soutien fourni pour son organisation par les Nations Unies à travers la participation de son secrétaire général et l'appui financier, technique et logistique de ses agences spécialisées, PNUE, PNUD, UNOPS, FAO, etc. L'état d'avancement de la préparation du sommet, notamment les confirmations de participation, les projets de documents élaborés et la documentation à élaborer, le mode opératoire de la préparation du sommet dans chacun des bassins et à l'échelle des 3 bassins, le site internet dédié au sommet. Il s'est agi également de mobiliser les ministres et les points focaux techniques dans la préparation du contenu du sommet sur les différentes thématiques qui composent son agenda, présenter les prochaines étapes de la feuille de route du bassin du Congo et de la CCBC pour l'organisation du sommet et informer sur les prochains événements internationaux en lien avec le sommet, les sommets qui se tiendront à Belém, Nairobi, New York et Marrakech. Dans le communiqué final adopté à l'issue de cette session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo, les participants ont souligné l'intérêt du sommet que Brazzaville, la capitale congolaise, va abriter du 26 au 28 octobre prochain. Ce sera l'occasion d'élaborer une stratégie commune pour les 3 bassins forestiers tropicaux du monde, une stratégie qui sera associée à d'autres initiatives de la communauté internationale pour une riposte efficace contre les changements climatiques et des actions d'envergure à mener en faveur de la protection de la biodiversité. Car, souligne ce rapport, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo, Mekong et du Congo représentent à eux seuls 3/3 des réserves mondiales de la biodiversité, donc une parade naturelle pour la survie de l'humanité qui nécessite en fait des financements adéquats pour leur sauvegarde. C'est donc une coalition à l'échelle des 3 bassins qui se prépare, une plateforme commune avec une feuille de route bien définie pour relever les défis de lutte contre les changements climatiques. C'est avec une note d'espoir que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a clos les travaux de cette session. Et je compte donc sur votre engagement pour instruire les ministres respectifs qui devront à leur tour mobiliser toute l'expertise que regorgent nos pays afin de faciliter et accélérer les actions à mener sur la réussite de ce sommet. J'exhorte également les 2 autres commissions climatiques ainsi que les partenaires techniques et financiers de la Commission climat du bassin du Congo à accompagner les pays à travers la mobilisation de la communauté internationale. Aéroport international de Kigali. Le cérémonial d'accueil du chef de l'État congolais est au dernier réglage. Le détachement de la garde républicaine est bien rangé, de même que la bande musicale. Pendant ce temps, le ballet national rwandais anime. « 12h25, l'avion transportant le président de la République s'immobilise sur le tarmac. Le président Denis Sassou Nguesso descend de l'avion. Il est accueilli par son homologue Paul Kagame. Cette accolade entre les 2 hommes d'État est le signe de bonnes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui lient les 2 présidents, les 2 pays et les 2 peuples. L'exécution des hymnes nationaux du Congo et du Rwanda sublime alors les relations entre les 2 pays.
Après l'exécution des hymnes, le président Denis Sassou Nguesso reçoit les honneurs militaires et passe les troupes en revue. Au terme de ce cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État s'installent au salon d'honneur de l'aéroport pour un premier entretien. Ici, la discussion porte sur la coopération bilatérale entre le Rwanda et le Congo. Quelques heures plus tard, le président Paul Kagame donne à la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso tout l'éclat qu'elle mérite en recevant son hôte à Urungwiro Village, l'appellation de la présidence de la République du Rwanda. Au regard de l'importance politique et diplomatique que revêt cette deuxième visite d'État du président Denis Sassou Nguesso au Rwanda, le pays des mille collines, un large écho s'impose. Les deux chefs d'État servent à la presse une poignée de main avant de s'entretenir pour la deuxième fois, cette fois-ci au palais présidentiel. Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso procèdent à un large échange marqué par la convergence de vues sur les questions bilatérales, régionales et multilatérales. Au cours de leurs échanges, ils ont assurément réitéré leur ferme volonté en vue de l'établissement d'un véritable partenariat économique stratégique entre les deux pays, avec en substance la perspective d'un plan d'action pour accélérer l'exécution des accords déjà signés. Après un tête-à-tête d'environ 2 heures avec son homologue du Rwanda, le président Denis Sassou Nguesso est allé au mémorial du génocide pour se souvenir des 250 000 victimes de la barbarie humaine. Ici, Denis Sassou Nguesso a déposé une gerbe de fleurs avant d'aller au Parlement rwandais pour son adresse. Poursuivant sa visite d'État au Rwanda, le président Denis Sassou Nguesso a fait une adresse très remarquée devant le Parlement réuni en congrès. Les 112 parlementaires, soit 80 députés, 26 sénateurs et 6 députés du Parlement de la Communauté des pays de l'Est, se sont retrouvés à l'hémicycle pour écouter le chef de l'État congolais. Dans son allocution, le président Denis Sassou Nguesso a salué la parité qui existe au sein de l'Assemblée nationale. Le Parlement rwandais est régulièrement cité et magnifié par la présence majoritaire des femmes qui représentent plus de 60% de parlementaires au sein de votre hémicycle. D'aucuns parlent d'une leçon provenant d'Afrique et donnée au monde. Devant cette auguste assemblée, Denis Sassou Nguesso en appelle à la mutualisation des efforts pour un développement harmonieux de l'Afrique. Convenons que lorsqu'elle s'est unie, l'Afrique a pu se libérer de la colonisation, conquérir son indépendance, vaincre l'apartheid et engager les chantiers du développement. Pour le chef de l'État congolais, ce qui viendra d'Afrique, ce sera la grande fierté individuelle et collective d'être un continent en paix et résolument tourné vers la modernité, vers le développement. La victoire décisive donc pour l'Afrique est celle du maintien et la restauration de la paix, la promotion du dialogue et la consolidation d'un vivre ensemble mieux structuré, gage d'espérance, d'optimisme et de succès sur le chemin du développement. Parlant de la gestion des écosystèmes forestiers et de leur conservation, Denis Sassou Nguesso a dit aux députés rwandais que l'on doit reconnaître à l'Afrique sa dimension de véritable havre d'air pur au service de l'humanité. Ainsi, il a appelé la communauté internationale au respect des engagements pris jusque-là. La journée du vendredi 21 juillet n'a pas été de tout repos pour le président de la République Denis Sassou Nguesso. Après son discours historique à l'Assemblée nationale du Rwanda, le chef de l'État congolais a été honoré en soirée au cours d'un banquet d'État organisé à l'occasion de sa visite d'État au pays des mille collines. Dans son toast, le président Paul Kagame a salué le nouvel élan de la coopération bilatérale entre le Congo et le Rwanda. Après avoir levé son verre
Pour un toast à la bonne santé de Denis Sassou Nguesso, le temps de la parole à l'acte est en fait là. Le grand chancelier procède à la décoration du président Denis Sassou Nguesso à la dignité de l'Ordre national d'honneur du Rwanda sous les applaudissements de l'assistance. L'heureux récipiendaire est alors invité à porter à son tour le toast en l'honneur du président Paul Kagame. La paix est toujours la paix, voilà le credo de Denis Sassou Nguesso qui milite pour une Afrique débarrassée des conflits armés internes. Pour relever les contraintes de développement, la paix et la stabilité de nos pays et sur l'ensemble du continent demeurent la condition sine qua non du succès. Au moment où le terrorisme international tente de transformer notre continent en une base arrière logistique et opérationnelle sûre, l'Afrique doit se débarrasser des conflits armés internes, des crises aux frontières et autres troubles sociopolitiques qui gangrènent le chemin de son développement. Ce banquet d'État a été agrémenté par un orchestre local qui a interprété plusieurs chansons, parmi lesquelles le morceau « Ancien combattant » de l'artiste congolais Casimir Zao. Les progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA franc-sigle, ont permis au Congo et au Rwanda de signer un protocole d'accord pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf. L'objectif principal vise le renforcement du commerce entre les deux pays. Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, a fait un rappel historique des liens entre les deux pays. Pour lui, la coopération entre le Congo et le Rwanda n'est pas seulement économique, elle est aussi mémorielle. En 1994, lorsque se produit la grande tragédie qui marquera à jamais l'histoire de ce pays, mais l'histoire de l'Afrique et du monde, à savoir ce génocide des Tutsis, la République du Congo est en première ligne pour accueillir les premiers réfugiés rwandais. Par vagues successives d'importance inégale, des Rwandais ont trouvé asile et protection en République du Congo, dans les villes du nord, dans les villes du centre, dans les villes du sud. Progressivement, ils se sont intégrés dans la société congolaise. Aujourd'hui, la coopération entre nos deux pays est un exemple de complémentarité sud-sud, un exemple de partage d'expériences sud-sud, un exemple de soutien mutuel dans les organisations internationales. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, a pour sa part présenté les axes de cette coopération. À ce jour, l'arsenal juridique qui sous-tend la coopération entre nos deux pays est abondant et diversifié. Il compte 33 instruments juridiques, parmi lesquels 7 signés lors de la 5e session de la commission mixte et 8 conclus à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Paul Kagame en République du Congo les 11 et 13 avril 2022. De tous ces accords, il importe de distinguer les accords de portée générale qui ont pour objet d'établir la coopération dans certains secteurs, des accords spécifiques qui portent sur la réalisation de projets bien précis. Avec la signature de cet accord, le président Paul Kagame souhaite que le Congo et le Rwanda interagissent avec la ZLECAf afin que les deux pays servent d'exemple dans la mise en œuvre de ce projet continental.
Pour le président Denis Sassou Nguesso, il y a lieu d'être regardant pour que la coopération entre les deux pays apporte des résultats concrets. En ce qui me concerne, je pense que, je l'ai dit au président Paul Kagame aussi, nous devons rester très regardants et obtenir que tous nos collaborateurs à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied pour que l'on aille vers le concret et vers les résultats. Que la coopération ne devienne plus seulement cette espèce de rituel qui passe de commission mixte en commission mixte, de signature d'accord en signature d'accord qui après sont classés dans les tiroirs des ministères. Et on ira au résultat. Signalant que ce protocole d'accord rentre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties et reste valable pour une période de 5 ans sous réserve de renouvellement avec l'accord des deux pays. Au terme de la cérémonie de signature du protocole d'accord sur la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse axée sur les relations bilatérales entre le Congo et le Rwanda et sur l'intérêt des accords existants entre les deux pays. À la question de savoir quel sens donne-t-il aux visites régulières de haut niveau entre Brazzaville et Kigali, le président Paul Kagame a simplement répondu en disant que ces différents contacts permettent d'insuffler une nouvelle impulsion aux relations d'amitié et de coopération qui rapprochent les deux nations. Le président Denis Sassou Nguesso a quant à lui éclairé la lanterne de la presse sur l'état de la coopération Congo-Rwanda. Je dis toujours que le plus long voyage commence par le premier pas. Et bon, on a déjà identifié un certain nombre de projets. Alors, il faut qu'on les exécute. Et après, on va évaluer. Et personnellement, moi, je suis confiant. À une certaine opinion critique des accords entre les deux pays, Denis Sassou Nguesso n'est pas passé par 4 chemins. Pour lui, ses détracteurs ne comprennent pas le sens des rapports entre États. Il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats et comprendront que ce sont des projets crédibles. Alors nous demandons à nos collaborateurs d'aller aux résultats. À ce moment-là, tout le monde comprendra. Abordant les questions de la ZLECAf et du passeport africain, Denis Sassou Nguesso a martelé que la ZLECAf est conditionnée par la paix et la libre circulation des personnes et des biens, d'où la nécessité de la construction des infrastructures de communication. Je pense que la ZLECAf ne peut connaître son essor véritable et que si il y a la paix en Afrique, que s'il y a la libre circulation des personnes et des biens, pour que cette circulation des personnes et des biens soit possible, et il faut qu'il y ait des infrastructures de communication. Les produits ne vont pas circuler sans les routes, sans les chemins de fer, sans les bateaux sur les fleuves ou les mers. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi les télécommunications. C'est une arme redoutable aujourd'hui, les télécommunications. Chacun peut acheter sa marchandise dans un autre pays étant dans son salon. Si ces infrastructures n'existent pas, et en Afrique, je crois que ce sont malheureusement ces infrastructures qui manquent en Afrique. Et aussi la volonté d'obtenir qu'il y ait la paix
en Afrique et la volonté d'obtenir qu'il y ait libre circulation des personnes allant d'un pays à un autre. Hier, je rappelais dans mes interventions le fait qu'ici même, à Kigali, c'est le président Kagame et le président Idriss Déby, paix à son âme, qui ont initié ce projet fabuleux de l'institution d'un passeport panafricain. Le président Kagame nous avait brandi son passeport ici même. Il m'a dit hier soir qu'il avait encore lui son passeport. Le président Idriss Déby, paix à son âme, avait aussi brandi son passeport ici à Kigali. Moi-même, j'ai passé toutes les procédures. J'ai posé les empreintes, on m'a photographié, toute la procédure ici. Après cet échange avec les chevaliers de la plume, le président Denis Sassou Nguesso est allé visiter l'Institut agricole et de la conservation. L'Institut rwandais pour l'agriculture de conservation est une initiative ambitieuse visant à révolutionner l'agriculture. Sa mission est de former la prochaine génération de leaders dans le domaine de l'agriculture de conservation. En visitant cet institut, le président Denis Sassou Nguesso s'imprègne là des techniques d'agriculture, de mécanisation et d'irrigation qui améliorent la productivité de l'agriculture. Avec sa vision de l'agriculture au sens large, le chef de l'État congolais voudrait, à travers cette visite guidée, tirer profit de cette expérience du Rwanda. Ce complexe comprend un laboratoire d'enseignement, un laboratoire de diagnostic, des salles de classe et un espace polyvalent. Cet institut, qui se situe dans le district de Bugesera, dans la province de l'Est, à 55 km de Kigali, accueille 250 étudiants dont la première promotion sort au mois d'août. Ici, l'enseignement sert à familiariser les étudiants à la transformation des produits agricoles. Par le biais d'ateliers, de démonstrations et de formations, les étudiants travaillent dans l'objectif d'atteindre les standards d'excellence rwandais et internationaux. C'est ce dimanche 23 juillet 2023 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a bouclé sa visite d'État au Rwanda. À son départ à l'aéroport international de Kigali, le chef de l'État congolais est reçu par son homologue Paul Kagame dans une atmosphère empreinte de convivialité. Les deux chefs d'État se sont installés au salon d'honneur pour un dernier entretien au cours duquel ils ont réaffirmé leur ferme engagement de consolider davantage l'axe Kigali-Brazzaville. C'est le côté court du départ du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Côté jardin, le dispositif d'au revoir est prêt et la mise en place est terminée. À cet instant, le chef de l'État congolais reçoit les honneurs militaires dignes de son rang. Comme de coutume, le président Denis Sassou Nguesso est salué à son départ par l'ambassadeur du Congo au Rwanda, Guy Nestor Itoi, et l'ensemble du personnel de la chancellerie, suivi des autres corps constitués. Et c'est à 11h30 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Kigali sous le regard du président rwandais Paul Kagame.